Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation. Aujourd'hui, nous allons ouvrir sur le volet numérique du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On parlera notamment de la tension autour des données et de la tension autour de la cyberprotection de ces données. Ce sera le sujet de l'interview avec Romain Perret, avocat associé chez McDermott Will & Emery. Ce sera dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié comme chaque jeudi au débrief de l'actualité des technologies et du numérique. On parlera notamment d'Intel qui est prêt à investir jusqu'à 80 milliards d'euros dans les puces en Europe. On parlera aussi de la surveillance, la reconnaissance faciale qui ne sera pas déployée pendant les Jeux Olympiques 2024, nous a dit Cédric O. On abordera également les discussions actuelles en Europe autour de la régulation des GAFAM avec cette question: qui va payer pour superviser les géants du numérique? Et bien, peut-être eux-mêmes. Et puis on évoquera ce métaverse européen appelé de ses voeux par Emmanuel Macron. On retrouvera ensuite notre rendez-vous avec le monde du libre. Là, c'est la déclaration de Strasbourg qui va nous intéresser avec la mise en avant des logiciels libres dans les administrations publiques européennes. Et on conclura par notre séquence et demain. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler donc de cette tension autour des données dans ce conflit Ukraine-Russie. Donc cette semaine, le président des États-Unis a publié dans un communiqué une alerte rappelant aux entreprises qu'elles devaient se protéger d'éventuelles attaques informatiques menées par la Russie en réponse aux sanctions internationales. Mais alors comment ces entreprises mondiales, justement, qui sont gardiennes de données personnelles ou voire même publiques, parfois très sensibles, peuvent-elles affronter ces risques inhérents à la guerre en Ukraine, au conflit Russie-Ukraine? On en parle avec Romain Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez McDermott Will & Emery, un cabinet international qui intervient dans les principaux domaines du droit des affaires. Vous avez vous-même développé une expertise spécifique en matière de protection des données et de cybersécurité. De votre point de vue, quels sont déjà ces principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur les données qui sont hébergées en Russie ou qui transitent par le pays ? Alors, il y a deux types de risques concernant la situation et la crise ukrainienne. Le premier, c'est un risque RGPD, puisque pour les sociétés européennes qui ont des filiales en Russie, il y a évidemment des échanges et une inquiétude concernant une potentielle surveillance accrue en réalité par les autorités russes, ce qui poserait une difficulté. Petite parenthèse, excusez-moi, est-ce que vous évoquez le RGPD, donc le règlement européen sur la protection des données personnelles. Est-ce qu'il est équivalent, ce règlement, à ce qui se passe en Russie? Est-ce qu'il y a une protection équivalente des données? Alors, il y a une protection qui existe effectivement au titre de la loi russe sur la protection des données. Elle est en revanche gérée par le ministère russe de la communication, ce qui évidemment fait que le prisme de lecture de la réglementation est légèrement différent et donne une part potentiellement plus importante à la surveillance par les autorités gouvernementales. D'où en soi, déjà, du fait même de la structuration de la réglementation, ce risque sur des potentiels transferts de données personnelles depuis l'Union européenne vers la Russie. Donc ça, c'est un premier risque. Alors, ce risque, il est existant. Il va néanmoins potentiellement se diminuer au fur et à mesure du temps. Enfin, en tout cas... Pourquoi ? Du fait, en réalité, d'un accroissement des départs d'un certain nombre de sociétés européennes, bon, et également américaines, mais surtout européennes, puisque ce sont elles qui sont soumises au RGPD. Donc ça, ce risque-là, il est moins immédiat que l'autre risque que je vais évoquer, qui est celui de la cyberattaque. Puisque plus il y a d'échanges, en réalité, plus les systèmes sont interconnectés entre l'Europe et la Russie, plus il y a de vulnérabilités potentielles sur les systèmes, et donc plus de risques de cyberattaque. Est-ce qu'une entreprise qui a un pied en Russie, un bureau, une filiale, des prestataires, est plus soumise à des risques de cyberattaque qu'une entreprise qui n'en a pas? Alors, dans l'absolu, pas nécessairement. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de cyberactivistes et de groupes de cyberattaquants qui ont indiqué, à l'instar du groupe Conti, qui est relativement connu dans le milieu, eh bien qu'ils allaient supporter le gouvernement russe. Donc, on pourrait tout à fait envisager qu'il y ait des stratégies qui visent certaines entreprises
plutôt que d'autres. De ce point de vue-là, ils participent en réalité à un mouvement et à une politique potentiellement... Et le fait d'avoir un pied sur le sol russe, ça rend plus vulnérable ? Potentiellement, oui, puisque en réalité, il y a aussi une stratégie du point de vue des investissements qui sont effectués et surtout des messages qui sont diffusés par un certain nombre de sociétés qui décident de rester mais qui limitent leur investissement, ou un certain nombre de sociétés qui décident de partir, mais en réalité elles ne se décident pas toutes de partir. Beaucoup d'entre elles suspendent simplement leurs activités. Donc il y a... Et puis on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Absolument. Y compris en termes de données, c'est-à-dire qu'on peut, on peut penser qu'il s'agit d'une simple migration, qu'on déplace des données extrêmement facilement, comme nous, on déplace d'un fichier à un autre. C'est évidemment beaucoup plus compliqué lorsque on a des masses de données, parfois à très grande échelle, compte tenu des relations avec les clients. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez leur recommander justement à ces entreprises qui aujourd'hui sont sous le coup d'une menace importante? La première chose, c'est bien évidemment de procéder à une cartographie des risques. Généralement, celle-ci a été faite lors de la mise en conformité au RGPD, puis dans le prolongement de la décision Schrems 2, où il a fallu identifier les transferts, les types de transferts, leurs finalités. Donc, en principe, les entreprises qui ont des filiales en Russie ont déjà effectué ce premier niveau de cartographie, mais ça, c'est un niveau de cartographie qui s'effectue au niveau des flux, et pas nécessairement toujours, ou en tout cas avec un degré de granularité très poussé, sur les mesures de sécurité qui sont mises en place. Bien évidemment, ces entreprises connaissent les mesures de sécurité qui sont mises en place. En revanche, parfois, ça mérite de devoir approfondir en fait quelle vulnérabilité pourrait s'effectuer pour identifier sa surface d'exposition au risque, et derrière ça, tout simplement décider de voir ce qui est critique, ce qui ne l'est pas, pour peut-être réduire encore au maximum les échanges. Mais alors, réduire au maximum, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait même couper toute communication entre une maison mère et une filiale en Russie? Alors, on peut en arriver là pour se protéger? Bien évidemment, au niveau des messageries électroniques, ça sera sans doute difficile, puisque la communication aura besoin d'être pérenne. En revanche, c'est sur l'interconnexion d'un certain nombre d'outils, d'applicatifs, de systèmes qui pourraient être utiles de ségréguer, en fait, d'isoler tout simplement, pour avoir des systèmes qui fonctionnent en autonomie de part et d'autre, que ce soit sur des données personnelles, mais également sur des données sensibles qui ne sont pas personnelles, sur des données financières, sur des données stratégiques, sur des données qui peuvent être rattachées aussi à des technologies, des codes sources et autres. Et ça, sont les équipes sur place aujourd'hui qui peuvent agir, ou ça doit se faire à distance? Alors, ça peut se faire effectivement des deux manières. De toute façon, ça sera surtout depuis les centres de décision européens, en lien avec les équipes sur place, puisqu'il faudra évidemment mettre en œuvre, implémenter en réalité les décisions qui seront prises, et sur un certain nombre de systèmes, il sera utile qu'il y ait des équipes qui peuvent plus directement agir sur site en fonction des systèmes qui sont utilisés. Alors on a vu aussi l'exemple par exemple de Smile, qui est un spécialiste de l'hébergement et des logiciels libres, qui a décidé de finalement replier ses équipes ukrainiennes en Pologne. Ça, ce sont des choses aussi que vous pouvez recommander, c'est-à-dire se déplacer pas trop loin, finalement, c'est peut-être plus simple de transférer son système d'information de l'autre côté d'une frontière? Tout à fait. Alors, dans le cas de l'Ukraine, c'est évidemment très différent de celui de la Russie, puisqu'il y a une nécessité, je dirais, immédiate de déplacement et de protection des équipes, ce qui entraîne de toute façon qu'il n'y a pas d'autre option. Sur la situation russe, ce sont des options qui peuvent être effectivement choisies par les sociétés, de faire sortir une partie de leur équipe du territoire russe. Ils ont néanmoins tout de même besoin, dans un certain nombre de cas, d'avoir toujours des personnes sur place. Donc on ne peut pas nécessairement faire partir une équipe intégralement, y compris du point de vue informatique, même si beaucoup de choses peuvent être faites à distance, il y a parfois la nécessité d'avoir des relais locaux. Et au niveau des transactions, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des transactions possibles, je veux dire financières, entre les maisons mères et les filiales
filiales qui sont en Russie? Alors, elles ne sont en principe pas gérées par les organisations elles-mêmes, elles passent par l'intermédiaire des banques qui, elles, sont soumises effectivement à des nouvelles règles et avec un certain nombre de sanctions qui viennent en fonction des banques qui sont utilisées par les filiales russes de ces sociétés européennes. C'est aussi une question en ce moment puisqu'il peut y avoir une difficulté à trouver des relais locaux pour pouvoir justement effectuer ces transactions qui sont rendues Ou même pour plus payer complexes. un prestataire Qui sont rendus en Russie. qui sont rendus plus complexes, mais qui ne sont pas nécessairement SOPés. Il faut juste voir que le fait d'avoir été retiré du système SWIFT ralentit concrètement la transaction, elle ne l'interdit pas. Merci beaucoup Romain Perret pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes avocat associé en protection des données et cybersécurité chez McDermott, Will & Emery. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent avoir besoin de vos conseils. C'est l'heure de notre débrief. On enchaîne avec le reste de l'actualité tech. Avec moi pour commenter l'actualité tech, tout ce qui nous agite, il y a évidemment Alain Staron et son regard disrupteur, le président cofondateur d'Artifil. Bonjour Delphine. Bonjour, et nous avons en visio avec nous aujourd'hui Solène Niederkorn de Souche, qui est experte de l'industrie de la finance, consultante en innovation et animatrice du podcast FinScale. Bonjour. Alors, on va commencer avec l'annonce, la bonne nouvelle, on va dire. Enfin, vous me direz d'ailleurs si c'est une bonne nouvelle, mais a priori, Intel qui annonce un investissement qui pourrait aller jusqu'à 80 milliards d'euros sur 10 ans pour produire des puces électroniques en Europe, sur notre sol. On a eu les détails qui ont été révélés, précisés par le patron d'Intel, Pat Gelsinger. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, très bonne nouvelle. Quand on voit l'Ukraine, on ne peut pas s'empêcher de penser à Taïwan. Et aujourd'hui, les semi-conducteurs sont tous faits à Taïwan. Donc, il faut imaginer ce qui se passerait si tout était bloqué, c'est le Covid fois 10 ou 100. Donc, pour tous ceux qui... Parce qu'on est quand même déjà aujourd'hui dans un contexte de pénurie lié à la crise Covid-19. Voilà, qui a fermé les usines, qui a bloqué le transport. Mais là, ce serait 10 fois pire. Enfin, on se rend bien compte qu'avec l'instabilité géopolitique, on ne peut pas... Enfin, le commerce mondial s'avère être un peu enfin, pas une lubie, mais en tout cas un idéal qui s'éloigne. Donc on a intérêt à relocaliser où on peut, et donc en particulier c'est les 3 grandes plaques. Hein. Il y en a aux US, il y en a en Asie, en Chine, Taïwan, il faut qu'il y en ait aussi en Europe. Donc on sera une nouvelle plaque tournante pour les puces, en tout cas pour les semi-conducteurs. Ok, très bien. Mais on peut quand même s'interroger sur le fait de parler de retrouver une souveraineté en confiant finalement le travail à un groupe américain. Je vais laisser réagir Solène. Oui, alors c'est très intéressant parce que Intel a déjà tissé depuis un certain nombre de décennies et d'années des relations fortes avec l'Europe. Il faut savoir que sur les 120 000 salariés de cette grosse multinationale américaine, il y a quand même une dizaine de milliers qui sont basés en Europe. Donc ça a du sens et ça répond vraiment à l'initiative qu'a lancée l'Union européenne avec le CHIPS Act au mois de janvier dernier. Et c'est vrai que c'est une réponse très très forte à cette pénurie qu'on a connue en 2021 et qui se poursuit en 2022. L'intérêt pour Intel, c'est vraiment que nous avons un fabricant qui conçoit et qui fabrique ces puces, ce qui n'est pas le cas de nombreux concepteurs de semi-conducteurs qui délèguent et qui sous-traitent une partie de la production justement en Asie, particulièrement à Taïwan et en Corée. Alors on peut se féliciter aussi de l'attractivité de l'Europe, mais enfin il faut savoir que c'est pas pour rien que Intel s'installe non plus, hein, puisqu'il y a des enveloppes au niveau de la Commission européenne qui sont autorisées, et donc Intel est fortement intéressé par ce soutien de la Commission, des États membres. Ce qui est très vrai, c'est que la valeur remonte sur une boîte américaine. Tout le business qui va être fait, la marge, le profit, se remonteront à une boîte américaine, avec des impôts payés en Europe. Mais enfin, à la fin, la stratégie, elle est faite par un Américain. C'est pour ça que quand on dit on va accroître notre souveraineté... je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Après, Thierry Breton se posait la question de est-ce qu'il faut recréer une filière à partir de zéro, ou à partir de peu de choses, ou accueillir un grand. Honnêtement, vu les cycles, et vu les investissements nécessaires pour faire des usines de semi-conducteurs, c'est une bonne idée de prendre des gens qui savent déjà bien faire plutôt. Hein, on a vu ce qui s'est passé dans le cloud. Donc voilà, essayons de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Après, ce qui est intéressant, donc c'est... pragmatisme. Pragmatique. Après, il faut regarder où va être la valeur d'après. C'est-à-dire que
Intel, ils évoluent là maintenant. Ils se disent, comme vous disiez, hein, on intègre, on fait, on conçoit et on fabrique. Et là, ils vont fabriquer pour le compte de tiers. Nvidia dit, ce qui est très surprenant, Nvidia est d'accord pour qu'Intel fasse leur puce. Après, je ne sais pas comment se passent les protections intellectuelles, mais bon. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir, l'objectif est quand même d'avoir en Europe, on sera plutôt en Allemagne, mais peu importe, une usine qui va produire du chip pour tous ceux qui arriveront avec des designs de chips. Alors effectivement, il y aura 2 usines en Allemagne qui gagnaient ces budgets, mais enfin il y aura quand même un centre de recherche et développement en France. Voilà. Et quelques autres activités par-delà l'Europe, histoire de créer un écosystème autour des semi-conducteurs en Europe. On va laisser aussi réagir Solène. Oui, c'était la nuance que je voulais apporter, c'est-à-dire qu'en effet, on a un acteur extrêmement solide sur lequel on peut se reposer, dans lequel on peut avoir confiance, mais qu'en effet, tout le volet R&D qui est rajouté et qui quelque part est une continuité de ce qui s'est fait ces dernières décennies, je pense que c'est important à noter, et je pense que c'est sur ça aussi qu'il faut capitaliser, et également, comme vous le disiez Alain, la construction de cet écosystème. Ça n'est pas que Intel, mais c'est aussi un certain nombre de fournisseurs et de prestataires un peu partout en Europe qui vont pouvoir émerger grâce à l'arrivée d'Intel. Avec 3000 emplois permanents de haute technologie qui sont prévus chez Intel. Bon, ça repose aussi cette question des talents européens qui vont travailler encore aussi là pour une entreprise américaine. Donc il faut espérer que l'écosystème joue pleinement son rôle. C'est-à-dire, quand on va parler HPC, quand on va parler IA, et là, je parle des architectures hardware pour l'IA, on ne parle pas de l'IA logicielle, c'est le programme d'Intel. Donc ils vont se lancer là-dedans, ils vont recruter des équipes plutôt en France là-dessus. Mais à côté de ça, il y a des gens qui font ça déjà. Enfin, Atos est sur le sujet, y compris du quantum computing. Le CEA fait des choses. Enfin, il y a un certain nombre d'entreprises qui se bougent sur le même sujet. Il ne faudrait pas qu'elles se fondent dans Intel sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, j'allais le dire. Solène, simplement sur l'attractivité de l'Europe, est-ce que on a eu aussi la Gigafactory de Tesla qui a été annoncée également en Allemagne. Maintenant, on a donc ces 2 usines gigantesques aussi chez Intel. Est-ce que ça fait monter l'attractivité de l'Europe d'un point de vue des marchés financiers que vous suivez ? Tout à fait, mais on y reviendra tout à l'heure parce que je vois qu'on va parler également de métavers. Je pense qu'il y a vraiment un point absolument critique en ce moment qui est en train de se passer et on le voit justement avec l'influx massif de capitaux, notamment dans le capital risque, le développement de pas mal de fonds en seed et en growth en France, mais également dans d'autres pays européens. Donc je pense qu'en effet, c'est un signal assez fort qui vient renforcer cette crédibilité de l'Europe sur ces sujets d'innovation. Alors, avant de parler de métavers, on va parler de reconnaissance faciale, puisque cet outil qui aurait permis d'apporter une nouvelle forme de sécurité, finalement, lors des Jeux Olympiques 2024 qui se tiendront à Paris, eh bien, il ne sera pas utilisé. Ainsi, on a décidé le gouvernement français. Cédrico a dit qu'en fait, ce sujet, il était hautement inflammable et que donc, pour l'instant, tout était à l'arrêt. Aucune expérimentation, d'ailleurs, n'a pu être menée en France sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ah, mais parce que les gens étaient masqués à cause du Covid. Donc, faire la reconnaissance faciale quand on porte... Non, mais sérieux, ils ont arrêté à cause de ça. Ils ont arrêté parce qu'ils ont été aussi rattrapés par la CNIL sur plusieurs utilisations. Ils voulaient surveiller, et après, le MAS s'est mis là-dessus. Donc, bon, ok, on verra plus tard. Ceci dit, si vous prenez l'avion, c'est bien la reconnaissance faciale qui vous reconnaît. Ne serait-ce que quand vous êtes face à la reconnaissance du passeport, mais aussi à Orly, il y a 2 expérimentations sur tout le parcours client. L'enregistrement, le check-in, etc. À Dubaï, c'est partout dans l'aéroport. Donc, il faut séparer le côté... Mais tout le monde ne prend pas l'avion. Et donc, il faut séparer le côté où la reconnaissance faciale sert à authentifier qui on est dans une perspective où on a besoin d'être authentifié. Typiquement, je prends l'avion, je vais à la banque, etc. Et puis, la reconnaissance faciale qui permet d'identifier. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué, puisqu'on a envie parfois de rester anonyme. Et je pense que la différence, elle est là. Qu'est-ce qu'on sait faire dans la sphère publique qui se résume, qui se limite à l'authentification? Entrer sur un stade, ça peut être de l'authentification. Surveiller, identifier tous les gens qui se promènent dans la rue, ceux qui font des manifs, là, on est un peu probablement de là. Je pense que c'est juste... C'est ce que dit Cédrico, il faut différencier effectivement le traitement de l'information du traitement pur des données. Mais pour savoir où on place justement le curseur, il faut mener des expérimentations, Solène. Oui. Ouais.
Oui, tout à fait. Alors, je reviens sur ce que disait Alain et également Maître Perret qui parlait tout à l'heure. Dans le RGPD, il y a vraiment la notion de consentement et donc on donne son accord. Quand on présente son passeport à l'aéroport, on est tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer. Dans la reconnaissance faciale telle qu'elle est envisagée ou telle qu'elle était présumément envisagée pour les JO, il n'y a pas cette notion d'accord. Donc ça, c'est fondamental, je pense. Et je reviens avec le domaine bancaire, le domaine financier. Il a fallu batailler pour de nombreux établissements financiers pour faire accepter l'onboarding digital en utilisant des solutions comme Onfido ou Hubble qu'on connaît très bien en France. Parce que, en effet, il y a ce transfert des données dont on parlait tout à l'heure avec la Russie, qui est particulièrement sensible. Et dans ces solutions, alors il y a des gros acteurs comme Idemia qui sont bien connus de tous, mais qui sont des solutions extrêmement chères. Quand on va sur des solutions moins chères, on risque d'avoir une fuite de données vers des serveurs qui ne sont pas forcément en Europe et qui ne sont pas forcément sécurisés. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc là, on est dans une sorte de moratoire finalement en France. On passe la balle à la prochaine présidence de la République, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on entend aborder aujourd'hui par les candidats. Et là, vous avez tout à fait raison, il faut expérimenter. C'est-à-dire que ne pas expérimenter, c'est rester aveugle, laisser d'autres faire et puis ne faire que subir. Ouais. Donc effectivement, il faudrait qu'on puisse trouver le bon terrain de jeu, le bon bac à sable à l'intérieur duquel tout le monde soit assez serein à l'acné de la première pour expérimenter. Mais évidemment, surtout en IA, si vous n'avez pas de données, vous restez bête. Et oui, et puis on laisse aussi tout le monde en proie à l'utilisation un peu sauvage, à des applications qui récupèrent des données sans qu'on en soit forcément conscient. On continue à parler de la tech. Là, c'est au niveau de l'Europe encore que ça se passe avec le DSA, le Digital Service Act, qui est encore en discussion, en trilogue, en discussion au niveau européen. Et une idée a émergé de faire payer les GAFA pour être supervisés par la Commission européenne. Ils vont payer pour leur propre supervision. En tout cas, c'est ce que propose Margrethe Vestager, qui est la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, qui est en charge de la concurrence et du numérique. Quel est votre avis sur cette question? Est-ce pertinent cette idée de dire on instaure une redevance auprès des GAFAM pour financer leur supervision? Mais c'est juste normal. Vous faites un produit certifié CE, vous le payez. La certification. Enfin, c'est pas nos impôts à nous tous qui doivent financer le fait que certains industriels aient besoin de faire certifier des produits. Donc, non, jusque-là, tout est normal. Une évidence presque, je dirais. Et pourtant, jusqu'ici, l'idée a à chaque fois été retoquée. Mais parce que c'est présenté sous on va les faire payer pour les surveiller. Enfin, faut pas présenter les choses comme ça. On est dans une discipline économique qui a des contraintes et la règle fait que il faut respecter toutes les contraintes et les gens qui sont à l'origine du besoin de la contrainte doivent financer le fait que la contrainte soit respectée. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, je sais pas. Alors, Solène, on a cette redevance qui s'inspire de ce qui existe déjà justement dans le système bancaire, puisque la BCE a instauré une redevance à toutes les banques pour assurer leur supervision. Donc, c'est un modèle qui fonctionne finalement. Tout à fait, j'allais y venir. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Et c'est vrai qu'on a vu ces 10 dernières années, quand Francfort est arrivé et s'est mis à superviser toutes les banques, voilà, ça a surpris tout le monde. C'est-à-dire que localement, les régulateurs avaient un petit peu moins de pouvoir. Mais en définitive, ce système fonctionne très bien et quelque part est logique. Ce que j'aimerais juste peut-être repréciser, c'est un chiffre que j'avais lu. Dans un rapport, il y a quand même 1452 lobbyistes qui déboursent 97 millions d'euros par an tous les ans pour influer les décideurs à Bruxelles au profit de ces grands groupes technologiques. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu du mal à accoucher, que la décision est longue à prendre parce que les lobbies sont extrêmement efficaces à Bruxelles. Enfin, les lobbies bancaires, je pense, sont pas moins efficaces. Voilà, ça prend du temps, on va dire. Ça va se faire, mais ça prend un petit peu de temps. Et puis, il n'y a pas eu de crise. La crise bancaire, les différentes crises qu'on a connues au début des années 2000 ont quand même, je pense, favorisé la mise en place de ce type de mécanisme. Alors, s'il faut attendre une crise, on y est presque, parce que quand on voit les révélations de Frances Haugen au grand jour, qui a mis au grand jour quand même les pratiques de Facebook, on peut dire qu'on est aujourd'hui dans cette crise. Clairement. On termine ensemble avec ce métavers européen que Emmanuel Macron souhaiterait bâtir, lutter pour bâtir un métavers européen. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? C'était un peu flou dans son explication.
Mais c'est flou. Même pour Zuckerberg, c'est flou. Donc, le métavers, on ne va pas demander à Emmanuel Macron d'être plus précis que ça. Pourtant, on est conscient, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, si on ne se bagarre pas sur ces technologies et cet écosystème, ces écosystèmes de demain, en Europe, on va être largué. Mais pour une fois, on prend le train à l'heure. On n'attend pas que ça existe, que ce soit majeur ailleurs, pour se dire « Oh, ce serait bien si on pouvait faire la même chose ». Parce que là, c'est trop tard. Donc pour une fois, on se dit, et c'est associé à un certain risque, on imagine un futur, et il faut qu'on y soit, sauf que le futur, comme toujours, il n'est pas sûr qu'il ait d'arriver. Donc, mettre métavers au programme de R&D, de développement en Europe, c'est très bien, avec le risque inhérent qui est que ça se trouve, ça va faire un flop. Voilà. Donc, je trouve que c'est très bien de le positionner. Après, entre dire je veux un métavers européen et comme on fait, c'est pas le politique qui va faire un métavers. On est d'accord. Ce sont des entreprises. Donc, comment fait-on pour faire émerger une entreprise qui soit leader des métavers? Comment fait-on? C'est ça la vraie question à poser. C'est pour ça, c'est une bonne question et que peut-être que là, on est juste dans de la communication, non, Solène? Alors moi je pense que je suis au bord d'un fonds qui investit dans le web 3.0, donc je suis quotidiennement voilà sur ces questions-là et je pense qu'au-delà du métavers qui est un petit peu le buzz name le buzzword du moment, ce qui est intéressant c'est en fait ce sont toutes les technologies qui sous-tendent puisque un métavers ça va induire l'utilisation de monnaie virtuelle et en fait si on regarde beaucoup plus en profondeur ce qui sous-tend le métavers, c'est finalement tout le business du Web3 qui transparaît et je pense que c'est ça qu'il faut soutenir et que d'ailleurs l'Europe commence à faire. On voit des superbes initiatives, je pense à NFT Factory qui a été également annoncé il y a quelques jours ou même hier en France et donc il y a des initiatives comme celle-là qu'il faut absolument supporter et également d'un point de vue réglementaire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense que c'est important en effet d'accompagner d'un point de vue réglementaire de façon intelligente toutes ces initiatives. Alors effectivement, mais le ministre de la Transition numérique a voulu préciser un peu la pensée d'Emmanuel Macron sur ce métaverse européen et il n'a pas évoqué du tout le Web3, lui il a évoqué les industries graphiques, la création 3D. En fait, il en avale. Il dit c'est sûr que quelle que soit l'origine de la plateforme métavers leader, et il n'y en aura probablement pas beaucoup, hein, on l'a vu, c'est winner takes all, ça reste comme ça. Le métavers, c'est très visuel, très graphique. Eh bien, l'industrie graphique, voire cinématographique, voire du jeu, va devoir s'y engouffrer et subir les règles. Finalement, c'est qu'une brique technologique, une brique où on pourrait dire finalement, on sera peut-être des bons prestataires avec des bons moteurs graphiques 3D, mais voilà. C'est tout. On ne sera pas maître du métaverse avec ça. Absolument. Ou des bons créateurs et on paiera une dîme à celui qui gérera le métavers. Donc, dans les deux cas, c'est pas très bon. On peut aussi fournir des bons composants, mais c'est pas très bon. Non, la question, je pense, qu'il faudrait poser, c'est OK, on se dit que le métavers, alors pour métavers, NFT ou blockchain ou crypto, tout ça c'est à peu près, ou Web3, il faut arriver, et c'est pas le politique qui peut le faire, le politique doit arriver à mettre en place un moyen de faire émerger des initiatives abouties, pas sur des briques, mais sur ce que serait, appelons ça métavers pour l'instant. Comment faire? Il y a des programmes, regardez la DARPA. Il suffirait de faire pareil, c'est-à-dire passer des projets, des contrats avec des boîtes. Il faut avoir un bon chéquier. Il faut avoir un bon chéquier, mais oui, mais voilà, les budgets de l'armée augmentent. L'armée a toujours été un excellent pourvoyeur d'innovation. Il faut regarder les choses en face, pour autre chose que des armes. Solène, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste rajouter un point qui est intéressant, c'est si on regarde l'injection de fonds en capital risque dans ce type de technologie, les montants sont dérisoires par rapport à ce qui est fourni, enfin les fonds investis dans le VC en général, puisqu'on parle de 620 milliards de dollars au global pour 30 milliards dans tout ce qui concerne investissement crypto au sens large. Et je pense qu'en effet, tout ce qui est en train de se mettre en place en Europe, dans les fonds d'investissement qui permet maintenant à ces fonds-là d'investir en tokens, puisqu'on parle d'investissement dans des tokens, va également contribuer à faire grandir cet écosystème, comme je le disais tout à l'heure. Absolument. Mais alors, si on veut quelqu'un aussi qui soit, une entreprise ou plusieurs entreprises qui soient capables de créer un nouvel écosystème qui serait autour du métaverse, il va nous falloir des géants du numérique. Non, il faut leur passer commande. Le géant, au début, c'est pas un géant.
Pardon, les 4 GAFAM ont démarré, les 5 GAFAM ont démarré tout petits, ils ont eu des bons contrats. Voilà. Et donc là, il faut faire pareil, passer un bon contrat. Très juste, Alain, voilà. très juste. Passons leur commande. Et c'est le rôle de nos gouvernants dans la gestion de l'innovation. Au lieu de dire je finance la filière métavers sans trop savoir ce qu'il y a derrière, et puis je demande à des experts de me dire quoi que ce soit, j'en sais rien. Essayons de visualiser 2 ou 3 possibilités d'un métavers abouti et passons des commandes. Et connaissons un peu mieux notre écosystème. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Juste après le débrief de l'actu, il y aura une petite pause et ensuite on ira découvrir ce qui se passe dans l'écosystème du monde du libre, du logiciel libre. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir une voile qui est promise à un long voyage d'une vingtaine d'années parmi les étoiles. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. On va parler de l'actualité du mois, c'est-à-dire la déclaration de Strasbourg sur les valeurs et défis communs aux administrations publiques européennes. Ça met en avant cette déclaration, les logiciels libres pour les administrations. Et on y trouve même l'expression de redistribution équitable. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire et retenir de ce texte ? En fait, c'est un texte qui change par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Alors, je vais lire le texte, c'est assez nouveau quand même. Les ministres chargés de l'administration de la transformation de la fonction publique, avec le soutien de la Commission européenne, déclarent leur intention de promouvoir les logiciels open source au sein des administrations, ainsi que leur partage en reconnaissant le rôle majeur joué par les solutions open source sécurisées dans la transformation des administrations qui permettent de mutualiser les investissements entre de multiples organisations, offrent une transparence et une interopérabilité par défaut et garantissent une maîtrise sur les technologies utilisées, ainsi qu'une plus grande indépendance technologique. En tirant parti des solutions open source pour renforcer la collaboration entre les administrations publiques, en favorisant le partage de telles solutions créées ou utilisées par les administrations au sein de l'Union européenne, et enfin en promouvant une redistribution équitable de la valeur créée par les solutions libres, notamment pour ceux qui produisent et partagent leur code ouvert. J'ai l'impression de t'entendre. C'est toi qui l'as écrit ? Non, moi, je touche plus à ça depuis 20 ans. D'ailleurs, moi, j'aurais préféré logiciel libre plutôt que l'anglicisme open source parce qu'on a un joli mot en français. C'est vrai. Donc, pourquoi pas l'utiliser ? On trouve des thèmes classiques, mais aussi on trouve des grosses nouveautés par rapport, par exemple, au premier discours de Christian Pierret en 99, ou la loi Laffitte, ou la proposition de loi de l'EDO, qui ont un peu guidé depuis 23 ans les politiques de logiciels libres en France et au-delà. On a le thème de la souveraineté qui devient explicite. Donc c'est un peu plus fort. Le libre, ça sert à mutualiser, collaborer, ça c'est nouveau, mais aujourd'hui c'est à l'échelle européenne, dit de façon explicite. On parle de création, ce qui veut dire qu'il y a des auteurs. Oui. Donc on n'est plus dans les souches de logiciels libres produites par des bactéries. Et on est enfin dans la redistribution équitable de la valeur. Et pour moi, c'est la première fois que je vois ça dans un texte, c'est une grande nouveauté. Mais ce qui sous-entend qu'il n'y aurait pas de redistribution équitable dans les administrations aujourd'hui ? Voilà, en France, franchement, oui. On a un gros problème d'équité de redistribution parce qu'en fait, on a des auteurs de logiciels libres d'une part, des entreprises qui ont des marchés publics liés au logiciel libre et très souvent, ce sont deux ensembles complètement disjoints. Donc, on va prendre un exemple, par exemple, le socle interministériel des logiciels libres, qui est un catalogue avec toutes sortes de logiciels libres recommandés aux administrations. On trouve en première page 7-Zip pour l'archivage et Audacity pour éditer des échantillons sonores. Mmh. Et donc, on se demande, mais qui a fait 7-Zip ? Qui a fait Audacity ? Et 7-Zip, c'est Pavlov, et Audacity, c'est une société qui s'appelle le Muse Group, qui est aussi éditeur de logiciels d'édition de partitions musicales. Mais ni Ivan Pavlov, ni le Muse Group ne sont affichés dans le socle interministériel du logiciel libre. Et si on parle de redistribution équitable, il faut bien commencer par savoir à qui ou vers qui. Et donc, la première porte d'entrée dans l'administration française pour promouvoir les logiciels libres, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cache les gens, qui produit le logiciel, le code, et à qui redistribuer équitablement la valeur. Donc on voit mal comment elles vont arriver à trouver à qui la redistribuer. Moi, je vais plus loin, donc ça c'est un avis personnel, mais pour moi, ne pas mentionner dans un catalogue le nom des auteurs, c'est une violation du droit moral, donc une contrefaçon, parce que
En droit d'auteur, on a le droit patrimonial et sur lequel se fonde par exemple la liberté de copier ou de redistribuer les logiciels libres. Mais le droit moral, lui, est inaliénable et quand on l'applique à la musique, au cinéma, à la peinture, par exemple, on va voir le site du Centre national du cinéma, quand il liste des films à usage éducatif, on a Le Voyage sur la Lune, titre du film, auteur Georges Méliès. Là, on devrait avoir 7zip, nom du logiciel, auteur Ivan Pavlov. Et donc, pour moi, c'est comme si... C'est ce qui est inscrit dans les licences libres aujourd'hui. Elle parle plutôt de droit patrimonial, elle ne parle pas trop du droit moral, parce qu'elles ont été inspirées plutôt par le monde du copyright en common law aux États-Unis. Américain. Mais si on ne parle pas de l'auteur, comment savoir à qui redistribuer? Et donc, pour moi, c'est le premier gros problème en France. Alors, on ne peut pas dire non plus que l'État ne redistribue rien, puisqu'il y a des exemples de soutien aux logiciels libres, des subventions qui sont données aux éditeurs aujourd'hui. Énorme subvention. Rapid Space en a bien bénéficié. On ne serait pas où on en est si on ne les avait pas eues. On a une grande différence, en fait, entre l'État développeur industriel, qui a compris depuis longtemps qu'il fallait travailler directement avec les PME plutôt qu'à travers des intermédiaires pour accélérer la source de l'innovation qui est plutôt dans les PME pour le logiciel. Très positif, donc. Oui, excellent. C'est un grand changement, par exemple, par rapport à il y a 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est complètement dans le gène de l'État développeur industriel. L'État acheteur, lui, c'est différent. Il a tendance à passer par des intermédiaires, à faire des grands contrats de support avec des intégrateurs qui sont censés ensuite passer le relais aux éditeurs. Et ce que dit le Conseil national du logiciel libre en 2019, c'est qu'en fait, ça ne marche pas bien, que le métier d'éditeur open source n'est globalement pas reconnu dans ces marchés et que les solutions d'éditeurs où se concentre une grande partie de l'innovation ne sont pas présentes ou très mal supportées, ce qui casse la chaîne de valeur. On a un problème dans l'approche actuelle. Je me souviens par exemple de l'éditeur March, qui a un logiciel de gestion du courrier administratif largement utilisé au ministère de l'Intérieur. D'un côté, le ministère de l'Intérieur passait des bons de commande à un intégrateur. De l'autre côté, les utilisateurs parlaient à la société March pour dire on aimerait telle ou telle fonction. Mais en termes d'argent de l'intégrateur vers March, il n'y a pas eu grand-chose. Et March a même dû, à une époque, se fâcher. Et donc aujourd'hui, l'approche de l'administration par ces grands contrats est un beau contre-exemple en termes de partage équitable de la valeur. Bon, mais là, on a cette déclaration de Strasbourg. Ça, c'est quand même un acte important. Ça veut dire que ça y est, la donne est déjà en train de changer. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que, bon, on prend le cas des messageries. On a 4 logiciels de messagerie européens, Open Exchange allemand, Copano néerlandais, Twike et Bluemind en France. Que fait l'administration française? Elle développe depuis 10 ans la messagerie collaborative de l'État qui est tellement faible en termes de fonctionnalité qu'elle est limite inutilisable. On voit encore en temps, quand on se promène dans certaines administrations, oui, votre logiciel n'est pas vraiment libre parce qu'il est fait par une entreprise, mais à la rigueur, si vous étiez une coopérative, pourquoi pas? Mais même quand il y a une coopérative comme Entrouvert, tous ces logiciels, en fait, ont été redéveloppés par l'administration via des intégrateurs. Et par exemple, au dernier salon Open Source Experience, Amélie de Montchalin-Ival, les organisateurs du pôle systématique ont eu comme instruction de ne surtout pas faire rencontrer des entreprises à la ministre. Pourquoi? On ne sait pas. Et là, elle rencontre XWiki, qui a fait un très très beau produit récemment justement pour le ministère de la Transformation numérique. Et là, tout le monde était terrorisé. Au secours, la ministre risque de voir une entreprise. Donc on a vraiment un problème. Et on retrouve la même chose au niveau européen? Oui, pareil. On envoie 200 éditeurs de logiciels libres, une liste que la Commission a payée. Puis quand elle fait le rapport à Brême dans le cadre de la présidence allemande, 1, elle cite aucun éditeur européen, 2, elle met quelques éditeurs américains, et 3, le Fraunhofer, qui est l'équivalent en Allemagne de l'INRIA, explique qu'éditeur logiciel libre, ça n'a pas de sens. Donc c'est ça l'état des choses aujourd'hui. C'est l'état des choses, ça va peut-être bouger avec cette déclaration de Strasbourg, en tout cas on l'espère, et vous nous permettrez de le suivre, Jean-Paul, oui, on n'a plus le temps maintenant. Ça va s'améliorer. Bon, super. Jean-Paul Spes, PDG de Rapid Space pour la découverte du monde du libre. À suivre dans Smart Tech, c'est la dernière séquence, la séquence est demain. Et voilà, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors l'innovation que vous allez nous présenter, c'est un voyage dans le système stellaire. Oui, et un voyage de seulement 20 ans pour aller découvrir l'autre système stellaire le plus proche de nous, Alpha du Centaure. Alors vous allez me dire 20 ans, mais c'est énorme. Mais j'insiste sur le seulement 20 ans parce que la distance à parcourir, elle est colossale.
4 milliards d'années-lumière. Alors 20 ans, du coup, c'est assez impressionnant. Évidemment, ce sera possible qu'en allant très vite, ici, 1/5 de la vitesse de la lumière. Mais ça veut dire quand même que là, on ne parle pas d'un voyage touristique, c'est pas pour les hommes. Non, c'est pas pour les hommes, on n'y survivrait pas, c'est clair. Ici, l'idée, c'est d'envoyer une sonde, c'est-à-dire du matériel, des capteurs pour relever des données, voire même des capteurs ou peut-être un mini-satellite pour renvoyer ces données. Enfin, ça reste la partie la plus difficile à développer. Il faut imaginer un parachute qui transporterait un caisson. Là, c'est ça qui nous intéresse ici, c'est la voile, justement, cette voile spatiale de 3 mètres de large qui est mise au point. Elle est mise au point par une équipe de l'Université de Pennsylvanie. C'est le projet Breakthrough Starshot qui a été créé en 2017. Et comment cette voile va se déplacer ? Là, c'est impressionnant. C'est par un laser. Plusieurs lasers, en réalité, dont le faisceau va être réuni. Ils propulsent ces lasers des photons qui sont réfléchis sur la voile. Et au moment où ils sont réfléchis, ça va créer une pression, une énergie qu'on appelle la pression radiative. Et donc, ça va propulser cet objet. Plus il y a de photons, plus l'objet ira vite. Et c'est là que ça va se compliquer, justement, parce que une grande quantité d'énergie déversée via ces photons, ça va augmenter la chaleur sur l'objet. Et cette voile qui va faire seulement quelques microgrammes d'épaisseur, il faudra qu'elle supporte une telle chaleur. Il faudra qu'elle supporte aussi et qu'elle soit robuste, j'allais dire, dans le temps, parce que c'est un voyage d'une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Donc, existe peut-être la solution unique de revêtement qui tiendrait peut-être pas à 20 ans. Là, il faut penser tout l'agencement de la structure de cet objet. D'abord, avec les composants, des couches fines, ultra fines d'oxyde d'aluminium et de disulfure de molybdène. C'est un semi-conducteur. Ces matériaux, ils vont permettre d'accumuler la pression. Ensuite, pour la répartir correctement, il faut les positionner. Comme on va travailler la composition d'un tissu, laisser des endroits vides, laisser des trous pour laisser passer la longueur d'onde de la lumière. Et puis, il y a un autre point, là, ça va permettre de réduire peut-être le champ des photons, puisqu'il sera bien réparti, que on va optimiser la capture de la pression. Autre point crucial, la forme de la voile. Les chercheurs, ils ont déterminé la forme optimale pour envoyer le plus vite et le plus loin possible avec les photons cet objet. Et donc, une voile trop tendue, c'est comme sur un bateau, ça risque de se déchirer. Alors là, ils ont opté pour une forme en parachute avec une profondeur équivalente à l'envergure de la voile, donc 3 mètres ici de profondeur pour 3 mètres d'envergure. Reste que tout ça, ça sent quand même très futuriste. Oui, c'est vrai, c'est clair, ça semble futuriste, mais là on franchit une nouvelle étape qui est reconnue par le domaine scientifique, la viabilité technologique de cette voile, et puis il faut dire que c'est soutenu pas par n'importe qui. Jusqu'à sa mort, Stephen Hawking lui-même a porté ce projet, et puis les fonds sont assez colossaux puisque c'est financé par le milliardaire et entrepreneur russe Yuri Milner. Alors ce qui est important de préciser pour conclure, c'est que cette technologie, on la développe aussi en France. On a une voile spatiale qui vient d'être révélée avec la société Gamma. Alors ici, on n'utilisera pas des lasers depuis la Terre, mais directement les rayons de photons du Soleil, et on découvrira ça dans Smart Space demain. Super, merci beaucoup Cécilia, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation. On se retrouve demain, donc vous aurez un grand rendez-vous sur l'espace, mais vous aurez également la grande interview. On va parler avec Caroline Ramad de comment faire changer ce visage de la tech en France et en Europe.